J'aimerais ça connaître ton opinion là-dessus parce que j'ai l'impression, moi, qu'il y en a plusieurs qui pensent que ça ne nous concerne pas. Ah oui, Quand tu dis les tendus s'en viennent, là, en quoi ça pourrait nous concerner, Marc, selon toi? il y a un gars, un auteur célèbre, Mark Twain, aux États-Unis, qui est un gars qui parlait un peu comme moi, qui parlait un peu comme certains autres qui ont le parler franc et direct. Mark Twain, il a dit, History does not repeat itself, but it sure as hell rhymes sometimes. Et rhyme sometimes, c'était pour jouer avec le mot rimer. Ben, L'histoire ne se répète pas, mais quelquefois elle rime en crime. C'est que je vais vous donner un exemple historique. Hein? Je vous rappelle mon exemple de la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as dans ton coffre à outils, Marc, pour expliquer des choses? Ben, j'ai la médecine d'urgence, j'ai été coroner, je suis écrivain, puis je connais mon histoire. Ben, je vais vous raconter une petite histoire. Dans les années, pas dans les années, en 1940, la France est tombée, la Belgique, la Hollande est tombée, l'URSS est du côté de l'Allemagne, ils sont chums ensemble, ils se sont divisés la Pologne en deux. Il ne faut pas oublier que la Russie, donc l'URSS, a commencé la Deuxième Guerre avec l'Allemagne. Pas rien que l'Allemagne, là. Si l'Allemagne n'avait pas attaqué la Russie, là, il serait encore là. A occupé la moitié de la Pologne, l'Estonie, la Latvie, la Lituanie, puis avec un œil sur la Finlande parce qu'ils ont attaqué la Finlande, l'URSS. Entre 1939 puis 1941, le temps qu'Adolphe décide d'attaquer Staline, l'URSS, c'était l'allié d'Adolphe. Il était contre nous autres, là. Faut pas oublier. Et en 1940, après que la France soit tombée, l'Angleterre est tout seule. Ben, l'Angleterre, Canada, Australie, Afrique du Sud, Inde, l'Empire britannique est tout seul contre Adolphe, la plus grosse machine militaire au monde. Et là, Churchill, déjà, ils se sont presque mis en faillite à la Première Guerre, le Royaume-Uni, puis à essayer de garder leur colonie à l'entre-deux-guerres. Ben là, Churchill, il est en faillite. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus une scène, il y a besoin de nourriture. L'Angleterre est pas capable, ou les îles britanniques sont pas capables de survivre sans apport de nourriture. Les U-boats allemands, les sous-marins allemands règnent dans l'Atlantique. Ils coulent tout ce qui amène du stock vers l'Angleterre. Puis les États-Unis, niet. We're not going to get in another European war. That's their problem. En fait, au fond, ils ont raison. C'est une espèce de guerre civile européenne qui a commencé en 1914, puis qui se continue en 1940 avec une petite pause là, entre les deux pour amener la Grande Dépression. Mais à part ça, c'est la même guerre qui se continue. Et là, les Américains, ben, Roosevelt est au pouvoir, mais c'est pas sûr pour les chambres, c'est serré, la Chambre des représentants et le Sénat. Et là, il y a un gars qui arrive avec une idée brillante. Ils veulent pas vendre d'armes à l'Angleterre. Ils sont pas capables d'en vendre des armes à l'Angleterre parce que l'Angleterre n'a pas le moyen de payer. Et là, il arrive avec une idée qui s'appelle le Lend-Lease. On te prête quelque chose, puis tu nous paieras une location quand tu auras gagné la guerre ou quand tu n'auras plus de besoin. Et il avait fait son raisonnement, il avait illustré son raisonnement de cette manière. Quand la maison de ton voisin est en feu, puis les pompiers sont pas arrivés, vas-tu lui prêter ton boyau d'arrosage? Réponds que oui, parce que tu sais pas que ça se répande chez vous. Et donc, il a réussi à faire comprendre ça aux Américains. Néanmoins, le vote pour le Lend-Lease a été serré. Les républicains ont voté contre. Ah oui, OK. Oh non, on ne veut pas s'impliquer là-dedans. Donc, on voit les gens qui pensent à court terme. Ça ne nous concerne pas. Coudon, t'attends-tu que je sois rendu à Paris avant de commencer à t'inquiéter? Les Russes, pendant 40, 50, 60 ans, on leur a tenu tête pendant la guerre froide parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était continuer de prêcher leur religion. C'est une bonne religion. Écoute, en Russie, tout est gratuit. C'est juste qu'il n'y a rien.
Ouais, c'est ça. Les Cadillacs étaient gratuites là, en Russie, mais il fallait que tu attendes 750 ans avant d'en avoir une. Alors, c'est une idéologie. D'ailleurs, c'est le pire. L'URSS, c'est le meilleur exemple de ce qui est une idéologie peut-être stupide et ridicule. Par exemple, je ne sais pas si c'est attribué à Staline, mais il y a eu une grande famine en Ukraine dans les années 30. Ils ont appelé ça le Holodomor et ils ont perdu 8 millions de personnes. 8 millions de personnes sont mortes de faim. Et Staline, il disait, c'est pas qu'il n'y a pas assez de nourriture. Voyons donc, il y a assez de nourriture. C'est juste qu'il y a trop de monde. Eh boy, hein? Puis pire que ça, les gens, là, l'idéologie, c'est l'idée, puis les idées, puis le principe des idées qui dominent toutes. Les faits, c'est pas important. Et les gens qui mouraient de faim en Ukraine, c'était des traîtres à la patrie. Parce qu'en mourant, ils essayaient de démontrer que l'idéologie fonctionnait pas. Eh, Colin, c'est incroyable. Mais Alors, reviens à comment ça pourrait nous toucher ici au Canada. Ben, ça peut nous toucher. Là, les probabilités maintenant que ça nous touche sont faibles. Mais quand ça a commencé en 2022, ben, la partie plus intense, là, parce que ça a commencé en 14, en 2014, il n'y a pas personne qui a rien fait. Okay? Obama n'a rien fait, le président de la France n'a rien fait, etc. Ils ont envahi de plusieurs provinces du Donbass, la Russie, et la Crimée, en faisant semblant que non, on ne sait pas c'est qui, c'est des gars déguisés en vert là, qui envahissent ces places-là. Et personne n'a rien dit. Sauf mon ami Pierre Saint-Cyr, justement, le beau-frère du Doc Mayou. Pierre, il a commencé à Kiev, il a participé à commencer l'entraînement des troupes ukrainiennes pour les rendre plus aptes à se défendre de façon efficace. Parce que, par exemple, les Ukrainiens, ils faisaient partie de l'URSS depuis 1920-21 jusqu'en 1989. Ils ont fait partie de l'URSS, 90, je pense, ou 91 que ça s'est écrasé. Là. Le rideau de fer est tombé en 89. J'ai eu des anecdotes là-dessus. Et là, l'Ukraine, donc, leurs forces militaires avaient été éduquées sous l'ancienne URSS, puis leur tradition, leur façon de combattre était soviétique, qui est une façon qui est pas très, très, très économe des hommes ni du matériel. Et là, on leur a montré des choses. Par exemple, l'emploi des sous-officiers. Ils n'ont pas de sous-officiers dans les armées russes, ou il y en a 2, 3. C'est les officiers qui commandent directement aux soldats. Nous, on a des intermédiaires entre les deux. Et les sous-officiers, ils jouent un certain rôle de grand-père, de mentor, de grand frère, de papa. Ils entraînent les jeunes soldats, etc. Et ils entraînent les jeunes officiers. J'ai entendu mon sergent-major. Moi, le sergent-major, c'est le sous-officier supérieur. C'est le top des sous-officiers. Mais là, au-dessus de lui, tu as des officiers. Mais les officiers, ils arrivent là. Moi, j'ai été sous-lieutenant à 19 ans. Tu connais rien, là. Et j'ai toujours dit, mais sans avoir de preuves, que j'ai eu des bons sergents qui ont bien pris soin de moi comme sous-lieutenant. Ils m'ont montré des choses gentiment, doucement, fais ça comme ci, fais ça comme ça. Comme ça marchera pas. Essaye mieux. Bon. Et j'ai entendu en Afghanistan, de mes propres oreilles, mon sergent-major, qui est le sous-officier qui règne sur tous les autres sous-officiers de l'hôpital, prendre un sergent à part et dire, là, ton docteur, là, c'est un jeune docteur, c'est un jeune médecin, c'est ta job d'y montrer comment faire. Pas la médecine, mais comment faire tout ce qui est militaire. C'est ta job, c'est ta responsabilité en tant que sergent de montrer à ton médecin comment faire. Bref. Fait que, donc, on a montré aux Ukrainiens comment faire. Si en 2022, ça avait continué sur la lancée que les Russes voulaient, ben, il aurait conquis l'Ukraine, puis là, il aurait mis de la pression. Ils ont déjà des troupes. Il y a une petite république entre l'Ukraine puis la Roumanie qui s'appelle la Moldova. Les Russes ont des troupes dedans. Puis ils voulaient mettre de l'insécurité. La Roumanie aurait pu être envahie. La Bélarus, il y a des troupes russes dedans, qui est la voisine de la Pologne, de l'Estonie, de la Lituanie, puis de la Latvie, la Lettonie ou Latvie. Nous, on a des troupes en Lettonie pour empêcher les Russes de continuer. Donc, il faut les arrêter là.
avant qu'ils commettent du trouble. Parce que Parce que si toi, on... tu y crois-tu? Toi, il y en a plusieurs qui parlent d'une troisième guerre mondiale. Là. Ben, Là, on est peut-être dedans. On est peut-être dedans, sans qu'on s'en rende compte. Elle est peut-être arrivée, là, tu sais, à un moment donné, tu t'aperçois que tu es dedans. On est peut-être dedans.